Bienvenue dans ce nouveau numéro de 2022 vu par deux députés. Marie Lebec, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 4e circonscription des Yvelines, députée LREM, et vous soutenez ou vous soutiendrez Emmanuel Macron. Et puis Philippe Benassaïa, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 11e circonscription, député LR, et vous soutenez la candidature de Valérie Pécresse. On va parler. Maintenant, c'est juste. Jusque-là, c'est tout juste. Alors, on va parler évidemment des élections présidentielles qui sont maintenant dans très peu de jours, presque un mois à peine. Mais avant, on va évidemment aborder la situation de l'Ukraine parce que d'abord, c'est un événement important. La guerre est peut-être quelque chose à laquelle nous ne croyions pas ou nous n'étions pas habitués, qui va avoir des conséquences sur nos vies quotidiennes, des conséquences peut-être sur notre façon de voir l'histoire, des conséquences aussi sur l'élection présidentielle. Justement, peut-être cette question. C'est vrai que on n'était peut-être pas habitué, même s'il y a eu des crises pendant ce quinquennat, à cette tragédie de l'histoire, au fond, qui nous revient en pleine face. Je crois que le président de la République l'a très bien dit. C'était quelque chose d'inimaginable de pouvoir voir sur le continent européen, qui a été notamment grâce au travail de l'Union européenne protégé des guerres depuis près de 80 ans, de se retrouver aujourd'hui dans une situation de conflit avec la Russie, dans une situation de guerre même, aux portes de l'Union européenne. Je crois que tout a été entrepris au cours des dernières semaines pour tenter d'éviter ce conflit par la voie diplomatique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une Europe extrêmement alignée derrière l'Ukraine pour la soutenir face à cette agression de la Russie, et aussi avec cette volonté de s'affirmer comme une Europe puissance pour justement mettre fin à ce conflit. Justement, alors on va reparler évidemment après des réponses, et notamment de cette union de l'Europe que peut-être beaucoup de gens n'attendaient pas. Mais un mot justement sur cette situation de guerre qui en effet était parfois... qui nous semblait lointaine au fond. J'entends dire, et je lis beaucoup, que c'est le retour de la tragédie, le retour de l'histoire. Mais est-ce que la guerre nous a vraiment abandonnés ? Je ne suis pas sûr. Ça fait depuis un siècle qu'on fait la guerre à l'Est. Ça a commencé avec Sarajevo en 14, après on a eu Danzig en 39, après on a eu la guerre froide, après on a eu la Yougoslavie quand même en 1990. Nous n'oublions pas que quand même l'OTAN a bombardé la Serbie. Moi je suis allé à Belgrade juste après le bombardement. Les Serbes, les Yougoslaves, les Serbes étaient traumatisés par le fait que la France et les pays de l'OTAN avaient bombardé un pays ami, puisque la Serbie est historiquement alliée de la France et de l'Europe. Et puis ça a continué avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ça date pas de la semaine dernière, ça date depuis 1989, 91 même, depuis son indépendance. Donc je ne sais pas si la guerre nous a abandonnés, c'est la tragédie nous a abandonnés. En tout cas, on est passé à autre chose, c'est vrai. On a peut-être ce sentiment-là. Sur le fond, vous avez raison. Mais peut-être sur le fond, c'est une poudrière depuis des années. Et puis, même si Poutine, et ça, je crois que ça fait une unanimité, est l'agresseur, le coupable, on a nos responsabilités aussi. On a fait peut-être quelques petites erreurs. On y reviendra peut-être depuis 1989. Et puis aussi, il y a au milieu de tout ça un peuple martyr, un peuple ukrainien martyr, qui résiste très bien. Poutine pensait rentrer en 1 ou 2 jours à Kiev. Apparemment, c'est un peu plus compliqué que prévu. Et puis, moi, je me félicite de l'attitude de la France, de l'attitude de l'Europe. Poutine a eu ce grand tour de force d'avoir notamment consolidé les rapports des pays européens, mais en plus modifié le profil de certains pays. La Suède, l'Allemagne qui avait un rapport extrêmement frileux à son armée, pour des raisons historiques, pour des raisons évidentes. La Suède, qui était dans une neutralité bienveillante depuis 50, 60, 70 ans, il a eu ce tour de force d'avoir modifié la géostratégie européenne. Donc non, c'est le retour de la tragédie, bien sûr, puisque il y a des morts, il y a des familles déplacées, mais c'est une tragédie qui pesait sur nous déjà depuis des décennies. Mais c'était peut-être une des erreurs de Poutine, de penser au fond qu'il y aurait, face à son invasion de l'Ukraine, une division
des pays européens, division des pays occidentaux. Ce qui se passe aujourd'hui montre que ça n'a pas été le cas. Il a peut-être joué là-dessus, sur le fait qu'on était dans notre confort, peut-être un peu loin de tous ces conflits, peut-être avec pas très envie de faire la guerre. On voit qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, pardon, il s'est trompé et à la fois il était prévenu. Il a eu déjà la crise de la Géorgie, que Sarkozy a quand même plutôt pas mal réglé. Il y a eu d'autres crises où il s'est frotté à l'Union européenne et aux États-Unis. Mais il arrive toujours quand même à contourner à la fois les sanctions, contourner à la fois le rapport de force, puisque maintenant il se retourne vers la Chine. Donc c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de naviguer en eau trouble. Hein. Il est roué, comme on dit. Oui. Vous voulez intervenir là-dessus, Marine Lebecq ? Je crois que, de toute évidence, nous n'avons pas le même rapport à l'État que la Russie. Je crois qu'une partie de la population russe est assez nationaliste. Nous n'avons pas les mêmes histoires, quand bien même nous partageons une partie du continent européen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut envoyer aussi ce message à nos partenaires, à nos alliés, à nos adversaires, parfois sur la scène internationale, que l'Europe n'est pas une puissance naïve. C'est une puissance qui cherche toujours à faire vivre la mondialisation, qui croit toujours au dialogue sur la scène internationale, qui souhaite que les grandes instances internationales soient des instances de débat, de dialogue, mais qui sait aussi, quand c'est nécessaire, prendre les mesures de sa propre protection et de celle de ses partenaires. C'est des sanctions économiques qui sont extrêmement fortes, par exemple, qui sont aujourd'hui accompagnées la décision de l'Ukraine. Et je trouve d'ailleurs que la voix de l'Europe est vraiment leader, alors que les États-Unis sont dans une situation où on voit qu'ils hésitent un petit peu sur l'opinion américaine est beaucoup plus partagée que l'opinion européenne. Et certainement que Biden a ses raisons, mais je crois que c'est très important. C'est un signal que nous envoyons aussi sur la scène internationale, de considérer que nous sommes une entité qui cherche toujours le dialogue, mais qui sait aussi défendre ses intérêts quand ils sont menacés. Alors justement, pardon, oui. Oui, non, juste pour dire que le peuple russe n'est pas notre ennemi. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, on parle de Poutine, on parle d'un gouvernement autoritaire, même si autocratique. On va revenir aux sanctions, même si on peut penser que les sanctions vont... Oui, mais vous voyez, sans polémiquer, mais j'ai trouvé, par exemple, la phrase de Bruno Le Maire extrêmement maladroite, parce que dans la phrase, moi, ce qui m'avait choqué... Guerre totale... Oui, mais c'est pas ça ce qui m'a choqué, c'est qu'il a dit guerre totale contre le gouvernement russe et contre la population russe, il a dit à la fin. Il a dit la population russe. Bon, il est revenu dessus, très bien, tant mieux, parfait. Je veux dire, ça, sur les plateaux, souvent, on a tendance peut-être un petit peu à s'emporter. Je pense qu'on a dû lui demander peut-être de... Oui, à mon avis, c'est fait remonter. Mais tant mieux, c'est un gouvernement. Je veux dire, c'était comme ça aussi quand on était aux responsabilités. Et en même temps, c'est pas le sujet. Les gens qui le défendent disent au fond, il faut peut-être aussi dire les choses. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut se mettre donc... Alors, moi, j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire en fait avec la Russie. Alors, moi, j'entends des gens qui disent il y a la polémique, ceux qui ont serré la main de Poutine, ceux qui n'ont pas serré la main de Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? On va revenir sur qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait serrer la main de Poutine et dans ces cas-là ramener la Russie vers nous ? Ou il faut... Vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas avoir les deux. C'est-à-dire, on peut pas ignorer la Russie et à la fois lui tendre la main. Mais c'est le problème que nous avons. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est le problème que nous avons depuis 1989. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pacte de Varsovie, le Comecon, est tombé en 1989, il fallait aussi que l'OTAN retire ses pions, ou en tout cas soit très discret sur la scène orientale de l'Europe, et pas pousser les pions comme elle a poussé jusqu'à maintenant, à la demande très souvent d'ailleurs des anciens pays communistes. Les anciens pays de l'Est, bien sûr. À partir du moment où ils sont rentrés dans l'Europe, ils ont demandé cette protection-là, par peur de la Russie quand même. Par peur de la Russie, et pour cause. Et pour cause, mais aussi on aurait dû peut-être à ce moment-là justement redéfinir les cartes de l'Europe en 1989 et ne pas isoler comme on a isolé la Russie. C'est vrai que quand il est arrivé au pouvoir, Poutine avait comme ambition avouée d'aller vers la démocratie, d'aller vers l'Europe. Alors là, il y a peut-être eu des moments où c'est ce que je voulais dire. On a raté peut-être des circonstances. Je pense qu'on a raté quelque chose. L'Europe a peut-être raté quelque chose. L'Europe considérait encore la Russie comme une Union soviétique, une Union soviétique, une post-Union soviétique. Et je pense qu'on a raté ce moment-là parce qu'on aurait pu peut-être ramener dans le giron la Russie avec tous les autres pays d'ailleurs, et on aurait eu peut-être cette fameuse Europe de l'Atlantique à l'oral. L'Atlantique à l'oral, selon le mot
De Gaulle. De Gaulle. Non, moi, je suis quand même en désaccord avec ça, parce que je crois qu'il faut accepter que c'est toujours un dialogue musclé avec la Russie, avec Vladimir Poutine, et que ce dialogue musclé n'empêche pas des conclusions heureuses à la fin. Je crois que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou que ce soit sous la présidence de Emmanuel Macron, il y a toujours eu ce souci de dialogue. C'était moins le cas peut-être sous François Hollande, qui avait des rapports plus compliqués avec Vladimir Poutine, mais toujours eu ce souci de dialogue avec la Russie et de maintenir. Je crois qu'il ne faut pas inverser le rôle de l'agresseur et de l'agressé. Je ne dis pas que c'est ce que Philippe a fait, mais je ne crois pas. Là, Philippe Benessaïev, je suis d'accord, mais ça c'est le côté histoire. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est pas exactement ce qui a été dit, mais de toute évidence, c'est pas la situation actuelle. Il me paraît tout à fait légitime que des pays de l'Est, et notamment parce qu'ils sont aussi proches de l'Union européenne géographiquement, mais aussi par leur souhait d'adhérer à l'Union européenne, demandent aussi à intégrer l'OTAN. Et moi, ça me paraît pas choquant. Et encore une fois, je crois que c'était peut-être une des grandes raisons pour laquelle ils ont demandé leur adhésion à l'Europe, d'être défendus. Que là où un des points quand même qu'on ne peut pas laisser passer à Poutine, c'est-à-dire de considérer qu'un peuple souverain, un peuple libre, n'est pas en décision de choisir sa destinée. Que lui puisse y voir une forme de menace. On connaît les rapports entre la Russie et les États-Unis de longue date, etc. Mais encore une fois, l'Ukraine est un peuple souverain. Il est libre de demander son adhésion à l'OTAN et ça ne doit pas être la source de déclenchement d'une guerre ou d'un conflit. Je ne dis pas qu'il faille enfermer Poutine. Je pense qu'il faut toujours chercher à établir ce dialogue avec la Russie. Et je crois que ça a été fait. Et ça a été fait même avant Emmanuel Macron sous d'autres présidences, de toute évidence. Mais je crois aussi que là, il faut que nous soyons très forts et très fermes sur le fait de dire il n'est pas à Poutine de décider si ces anciennes zones d'influence peuvent se rapprocher de l'Union européenne ou doivent rester dans le giron de la Russie. C'est ce qu'ont fait les Américains en 1961 avec la crise de Cuba. Dès qu'on s'approche d'une ultra-puissance, d'une grande puissance, il y a réaction immédiate. Il faut savoir aussi se regarder et regarder aussi nos alliés. Si certains pays ou certaines puissances s'approchaient un peu trop près des États-Unis, il y aurait réaction immédiate. Oui, mais que dirions-nous dans le cadre de la Suède, que dirions-nous dans le cadre des États baltes? Ce sont des réflexes historiques. Oui, non, mais c'est bien le risque. C'est-à-dire que si Poutine va jusqu'aux États baltes, qui sont dans l'OTAN, évidemment, ça change évidemment tout. Je ne sais pas combien. 4, 5. Donc voilà, donc mais c'est l'éternel sujet de la géostratégie depuis la nuit des temps. Je veux dire, vous vous approchez du soleil, vous brûlez. Peut-être alors on peut aborder, parce que c'est la question va avec. Vous parliez de la crise de Cuba. Là, et peut-être pour la première fois dans l'histoire, il y a un chef d'État qui a la puissance atomique qui menace directement de l'utiliser. Quand il y a eu du temps de Khrouchtchev et Kennedy, je crois que leur grande terreur, c'était justement d'éviter l'arme atomique. Ils n'en ont pas parlé d'ailleurs, même si le risque existait. Là, pour la première fois, un chef d'État, enfin Poutine, annonce qu'il a la bombe atomique et qu'il pourrait s'en servir. Il l'annonce quand? Il l'annonce en réponse à notre ministre des Affaires étrangères qui dit attention, nous aussi on a l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est une réponse à Le Drian. Puisque nous aussi on l'a. C'est une réponse à Le Drian, ce que je veux dire. C'est que pourquoi je dis ça? Non, mais c'est pas Le Drian qui est en cause. Ce que je veux dire par là, c'est que Poutine sait très bien qu'en Europe il y a un parapluie nucléaire, c'est celui de la France. Donc il écoute la France. Je pense qu'il ne craint pas la France, mais je pense qu'il écoute la France. Et c'est pour ça que, parce que pas les États-Unis, le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, il ne reste plus que le parapluie français, sur lequel les autres pays européens vont j'espère, se réfugient. C'est ça aussi le rapport de force avec un dictateur, ou avec je sais pas comment on peut appeler ça, un autocrate plutôt, c'est ça le problème. Avec Khrouchtchev et Kennedy, il y a eu la menace nucléaire. Il y a eu le menace, mais une vraie menace. Il y a eu la menace. La vraie menace. C'est-à-dire qu'on était à deux doigts. On était à deux doigts, comme on dit. Oui, absolument. Donc, il faut faire attention avec ça peut-être été l'obsession, justement, de sortir de cette menace, enfin, l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cette menace, c'est la première fois quand même que quelqu'un qui possède l'arme atomique annonce qu'il pourrait s'en servir. Jusqu'à présent, on était dans la dissuasion, c'est-à-dire qu'on savait qu'on l'avait, on n'en parlait pas. En gros, c'était ça, quoi.
Moi, ça change quand même les suis pas choses. une spécialiste de la Russie, mais j'entendais des analystes politiques expliquer qu'on avait quand même un rapport très différent avec la Russie à l'utilisation de l'arme nucléaire, qu'on était beaucoup plus dans une logique de dissuasion, ouais. notamment les pays européens, et qu'eux étaient beaucoup plus dans une logique offensive. Ceci mis à part, moi j'ai été assez agacé aussi par les propos de François Hollande, indiquant sur un plateau que c'était du bluff et qu'il connaissait Poutine, etc. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de la menace, ce serait dramatique. Je pense que on voit bien que... Oui, il y a des spécialistes qui disent qu'il faut prendre ça au sérieux. Oui, il faut prendre cette menace au sérieux. Je crois qu'elle doit tous nous mettre en alerte. Je crois qu'il est effectivement, notamment de la voix de la France, par la voix du président de la République, et notamment parce qu'il est président aussi de l'Union européenne, enfin que la France est à la présidence de l'Union européenne actuellement, d'avoir un discours très ferme, de rappeler que il y a une issue diplomatique à cette crise et tout doit être mis en œuvre pour la trouver, mais aussi de considérer que cette menace brandie par Poutine ce serait le bouleversement de l'ordre établi depuis des années par les grandes puissances nucléaires. Donc je crois qu'il faut prendre cette menace au sérieux, continuer à œuvrer sur le front diplomatique, et il faut saluer d'ailleurs quand même le courage du président ukrainien qui résiste à la fois. Mais vous avez d'ailleurs le drapeau. Oui, c'est le symbole hier de l'Assemblée nationale, puisque nous accueillons. Et avec, oui, tous les députés l'avaient. Oui, tous les députés l'avaient, effectivement. Mais ça changer de veste. Non, faut pas faire penser que. Je prends ça comme une attaque. Mais je veux dire, c'est aussi du rôle de la France, je pense, de dire que cette menace, elle n'est pas vaine, mais que tout sera mis en œuvre pour sortir de cette crise, pour que personne ne soit humilié. Je crois que c'est fondamental. C'est pas comme ça qu'on fonctionne sur la scène internationale. Que l'Ukraine puisse retrouver son entière souveraineté et qu'une voie diplomatique est possible. Un mot sur les sanctions, parce que pendant longtemps on a dit les sanctions économiques, au fond ça sert à rien. On voit que c'est pas vrai, que quand elles sont bien ciblées, fortes et prises rapidement, ce qu'a fait l'Europe alors pour le coup, ça pose des problèmes aux Russes dans leur vie quotidienne. Ça peut poser des problèmes, ce qui est peut-être plus fort encore pour aboutir à une solution du conflit, aux oligarques qui pourrait peut-être lâcher Poutine. Enfin, on peut l'envisager. Oui, elles sont fortes, les sanctions. Là, honnêtement, l'Europe... Ils sont unanimes. L'Europe m'a étonné. Forte, voilà. L'Europe m'a étonné. Et la Suisse, et même Suisse, ils participent aussi. Idem. Donc, merci Poutine d'avoir totalement modifié la carte européenne. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Non, mais oui, les sanctions sont très fortes. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très efficaces, en ce sens où, là encore une fois, dans l'histoire, beaucoup de pays ont vécu sous embargo et ont toujours vécu dans la difficulté, mais ont toujours vécu avec ces sanctions-là. Non, là où ça change un petit peu, c'est que là, on tape au portefeuille des oligarques, vous l'avez dit. On tape dans le portefeuille des banques. J'ai lu hier qu'il y avait une banque russe qui avait déposé le bilan. C'est ça, cette banque. Oui, c'est ça. Donc là, ça commence à devenir important. Mais attention au retour de boomerang, parce que quand on fait des sanctions, on est aussi peut-être, on en parlera, on sera peut-être... Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences pour nous aussi, parce que forcément, il y aura le retour de boomerang sur nos demandes et sur nos importations. Donc, faut faire attention avec les sanctions. Mais là, c'est vrai qu'en effet, elles sont quand même puissantes. Pour une fois. Elles sont puissantes, on ne peut pas dire qu'elles servent à rien, ce qu'on a souvent dit. Hein. Non, de toute évidence, elles sont puissantes. Je crois que c'est aussi, je reviens à ce que je disais dans mon propos, dans mes premiers propos, c'est aussi la capacité de l'Union européenne à montrer que c'est une puissance économique, que c'est aussi pour ça que beaucoup de nos partenaires veulent accéder à son marché, veulent établir des liens économiques avec nous, mais que nous sommes capables de répondre. Je crois qu'il faut saluer aussi l'engagement de la Suisse, parce que j'ai cru comprendre qu'un tiers des avoirs russes sont en Suisse, et que donc la Suisse parle avec nous, et c'est une excellente nouvelle parce que ça nous permet d'être encore plus efficaces dans nos sanctions. C'est historique, après, quoi. Elle quitte sa neutralité quand même. C'est historique. Après, moi hier j'étais 6 siècles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une. C'est historique de l'Allemagne aussi d'une certaine façon. Enfin, ça renvoie aussi le fait que il peut y avoir des désaccords entre l'Ukraine et la Russie. Ces tensions, elles peuvent être audibles sur la scène internationale, mais que finalement, aujourd'hui, plus personne, en tout cas sur le continent européen, ne tolère une guerre totale menée contre un pays qui est souverain, une agression contre un pays qui est souverain. Et je crois que c'est le sens de ces réponses extrêmement fortes. Et il y a une force de la démocratie aussi, tout à fait. Et je crois, beaucoup disent, finalement, aujourd'hui, on se bat pour nos valeurs, et nos valeurs, elles ont un prix. Effectivement, moi hier j'étais au salon de l'agriculture, discuté avec beaucoup de filières, beaucoup se disent
inquiète sur le gaz, sur le blé ukrainien, parce qu'on sait que c'est partie un peu des greniers du monde, et notamment de l'Europe. Mais je crois qu'il y a aussi une conscience du fait de dire on ne peut pas brader nos valeurs à la liberté du peuple ukrainien, aux souffrances que va endurer la population et qu'elle endure déjà avec les bombardements. Donc il y a des mesures d'accompagnement qui ont été mises en place, qui seront, j'ai entendu que Bruno Le Maire l'avait dit justement dans son interview d'hier, qui seront poursuivies, qu'il prépare justement, il se prépare face à la riposte, et je crois qu'elle sera nécessaire, parce qu'effectivement on va avoir, nous, des conséquences. Nous avons aussi des intérêts économiques qui sont liés avec la Russie, mais je crois elles étaient nécessaires, et tout est fait, et je pense tout sera fait aussi au niveau européen probablement pour accompagner au mieux les activités économiques qui seront fragilisées, et peut-être aussi nos concitoyens quant à l'augmentation potentielle du prix du gaz. Un mot justement sur l'inquiétude. Les agriculteurs sont très inquiets. Oui, j'étais au salon aussi hier, j'y serai aujourd'hui aussi. Très très inquiet, parce que d'abord il y a des filières qui sont en grande difficulté par le fait des importations. Tout tournait autour de ces discussions hier. On ne parlait que moi j'ai entendu parler que de l'Ukraine. On a été reçus par la FNSEA et puis par les jeunes agriculteurs qui ne parlent que de ça. C'est-à-dire des conséquences sur le marché français. Sans parler de l'énergie et sans parler du reste. Même si on est un petit peu plus autonome en matière énergétique, je parle de gaz, mais sinon sur les filières agricoles, on va être en difficulté. Attention aux sanctions et au retour de boomerang des sanctions. C'est pour ça que je dis toujours que, comme disait Kipling, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Je pense qu'il faut dire les choses. Dans un conflit, il faut dire les choses. On soutient l'Ukraine, on soutient Zelensky. Poutine est l'agresseur. Mais il faut dire les choses. On peut se féliciter de l'attitude des pays européens, mais il faut dire les choses aussi. Il faut dire les choses sur l'histoire. Il faut dire les choses. Il y a ceux qui agressent et ceux qui sont souvent peut-être aussi responsables. Et là, malheureusement, dans les sanctions, que je soutiens totalement, des sanctions fortes, on risque également là aussi peut-être d'en souffrir. Une autre conséquence alors assez immédiate, ça sera les réfugiés. Là, visiblement, il y a un consensus pour dire il faut accueillir. Les propos d'Éric Zemmour sont quand même un peu sauf Éric Zemmour qui préférait qu'il reste en Pologne. Je pensais au Parlement, moi. De façon générale. Enfin, dans l'opinion, il me semble que malheureusement, mais c'est vrai que quand c'était des Syriens, les choses étaient plus compliquées. Une autre histoire. Mais oui, c'est une autre histoire. Mais pour l'Ukraine, il y a consensus au Parlement. Il faut accueillir, mais il ne faut pas être les seuls à accueillir. Et je pense qu'il faut aussi aider ceux qui accueillent également, c'est-à-dire les pays limitrophes, parce que les Ukrainiens ont plutôt tendance à aller dans les pays limitrophes, ce qui est normal, d'aller en Pologne. La langue ukrainienne est proche du polonais et du russe, et du biélorusse, donc il va y avoir plusieurs pays à surveiller. Je pensais surtout à la Moldavie et à la Roumanie, qui sont des pays qui sont à quelques centaines de kilomètres, voire dizaines de kilomètres du front, et dont on ne parle pas assez, et qui vont là aussi, eux aussi accueillir probablement des réfugiés. Je pense qu'il faut déjà saluer aussi le fait que la Pologne s'est positionnée en première ligne. On a souvent tendance à critiquer la Pologne pour ses positions, et notamment qui sont parfois un peu en décalage avec les valeurs qu'on voudrait porter au sein de l'Union européenne. Et effectivement, la très grande réactivité. Ensuite, effectivement, moi je le vois, il y a une très forte mobilisation des communautés locales, probablement, comparaison n'est pas raison, mais probablement peut-être de communautés qui sont installées en France, qui sont plus nombreuses, qui sont peut-être plus structurées et qui cherchent à accueillir de la famille, des amis, etc. Une très forte mobilisation aussi des collectivités locales, de chaque citoyen. Le préfet des Yvelines a fait une déclaration hier pour le préfet des Yvelines recense en ce moment les places d'hébergement disponibles, les logements disponibles. Moi je vois la mairie de Houille ce week-end organisera une collecte de matériel pour l'envoyer, parce que la difficulté c'est aussi de pouvoir gérer cette chaîne logistique, parce que tout le monde veut faire, mais il faut, et je pense que pour ça le rôle de l'État, le rôle des collectivités, la capacité probablement de ces organisations est beaucoup plus forte que chacun individuellement, même si on a envie de contribuer très activement. Et ensuite probablement aussi parce que oui, la communauté ukrainienne est peut-être un peu plus installée dans l'Union européenne, et donc chacun se sont peut-être plus directement concernés. Je crois que c'est bien aussi parce que ça nous apprend à être dans une réponse un peu proactive face à ce genre de crise. Peut-être que les vagues migratoires que nous avons connues en 2015, si je ne me trompe pas, nous les avons un peu subies au niveau de l'Union européenne. Je crois que là, ça démontre aussi notre capacité à agir de concert et à apporter une vraie solution. Il y a eu des réunions, par exemple, des ministres
de l'intérieur et de la sécurité européen pour regarder les politiques de visa qui pouvaient être mises en place, la répartition aussi effectivement en fonction des capacités d'accueil de chaque pays, qui jouera probablement aussi sur la proximité culturelle de ces pays. Donc tout ça est fait, je crois, en bonne intelligence et encore une fois, dans cette immense tragédie qu'est la guerre en Ukraine, on voit aussi l'Union européenne revenir à ses compétences premières, en fait, cette capacité à apporter une solution à 27 plutôt que chacun dans son coin et expliquant que ça devrait plutôt être chez l'autre que chez soi parce que c'est mieux comme ça. Donc là, il y a une solidarité européenne et une unité. Oui, je partage totalement. Mais je me permets de dire quand même que tout ceci est un énorme gâchis quand même, parce que Ukraine et Russie, c'est peut-être la guerre la plus fratricide qu'il peut y avoir à l'Est. Voilà. Il y a eu des guerres russo-japonaises dans l'histoire, il y a eu des guerres avec la Chine. Mais l'Ukraine et la Russie, c'est comme si nous, c'était la France et l'Italie, quoi. C'est extrêmement. Ils ont à peu près la même langue, c'est à peu près le même peuple. Il y a des Ukrainiens qui vivent en Russie, des Russes qui vivent en Ukraine. Ils parlent les deux langues, ils parlent à peu près les mêmes langues. Ils ont à peu près la même histoire. L'Ukraine a été très peu indépendante dans l'histoire. C'est l'un des problèmes que rencontrent, paraît-il, les jeunes soldats russes qui ont été envoyés, qui pensaient trouver des nazis. Un peu comme à Prague en 68, quand les chars rentraient à Prague en disant qu'est-ce qu'on fait là, cette image là d'ailleurs d'un homme qui arrête un char tout seul et le char s'arrête, quoi. Donc oui, c'est ça. Gâchis, je pense. C'est aussi, ça sera peut-être aussi une des difficultés de Poutine. Oui, tout à fait. La lecture de l'opinion publique russe est assez difficile parce que les médias sont un peu contrôlés, etc. Oui, c'est pas facile d'être opposant. Non, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il faut saluer aussi la mobilisation du peuple russe, enfin de la part du peuple russe qui se lève pour protester, qui trouve que cette guerre est inadmissible, inacceptable, alors que encore une fois, je veux dire. Nous sommes des peuples qui ont cette culture du dialogue, de la discussion, etc. Même si c'est pas les mêmes rapports de force, même si c'est pas les mêmes degrés de dialogue, même si c'est pas les mêmes probablement ambitions. Dans la décision de Poutine. Tout à fait. Et je crois que c'était pas notre logiciel. Au-delà de l'agression de l'Ukraine, il faudra déplorer, condamner le renoncement de Poutine au dialogue finalement. Mais beaucoup de chefs d'État ou d'hommes politiques qui ont eu affaire à Vladimir Poutine par le passé disent aussi que ces dernières années, et peut-être notamment depuis la crise du Covid, il s'est énormément isolé. Il s'est renfermé. Alors, je ne vais pas faire de l'analyse psychologique de bas étage, mais voilà, je pense aussi que c'est pourquoi, d'autant plus, nous devons être dans cette logique de dire l'Union européenne doit accompagner l'Ukraine pour trouver cette sortie-crise. Et je reviens encore une fois. C'est ce que disent proche du président qui a eu Poutine, il est en boucle, quoi, en gros. Oui, et je crois qu'en tout cas, et c'est pour ça que je pense qu'il faut saluer aussi, encore une fois, les efforts du président ukrainien pour dire nous tendons la main à ce dialogue. Qui est apparu comme ça. Très isolé, quand même, Poutine, très isolé. Même vis-à-vis de ses États, j'ai failli dire vassaux, non, mais quand même États amis, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, sauf la Bélarus, mais la Bélarus, c'est un État. Président totalement pro-russe. C'est dommage parce que, voilà, encore une fois, c'est un gâchis, ce sont deux peuples très très proches. Je pense que Poutine a fait une grave erreur. D'abord, on n'agresse pas un pays européen, déjà. Et deuxièmement, je pense qu'on a nos responsabilités. Malheureusement, maintenant, il faut en sortir. J'espère que le dialogue va commencer. Il faut en sortir parce qu'il faut savoir terminer une grève, il faut savoir aussi terminer une guerre. Donc, j'espère que cette guerre va se terminer rapidement. Vu les images et vu l'encerclement de Kiev, c'est je crains beaucoup pour l'avenir du président ukrainien. Voilà. Alors, on pourrait dire peut-être juste un mot, mais rapidement, d'une force armée européenne. On voit que ça fait un pas considérable en quelques jours. Ça, c'est un objectif que vous partagez, je suppose. Oui, moi, j'ai rédigé un rapport avec une collègue de Marie Lebec sur la défense européenne, sur le marché public de défense. Et ce rapport, je l'avoue, il est maintenant, avec la crise ukrainienne, très probablement obsolète, déjà. Oui, parce qu'en fait, nous, on posait le constat qu'il n'y avait peu de défense européenne parce qu'il y avait des pays qui ne jouaient pas ce rôle-là. On parlait de l'Allemagne. L'Allemagne qui n'a
un rapport compliqué avec l'armée, mais qui exporte des armes. C'est deux choses différentes. Hein. C'est deux choses différentes. Les Italiens exportent beaucoup d'armes aussi, avec Leonardo, nous aussi avec nos fleurons industriels, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle une BITD. La BITD, c'est une plateforme de défense européenne, ça n'existait pas vraiment. Bon. Et puis tout ça vole en éclats très probablement avec la crise ukrainienne. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que l'Europe de la défense redevient, ou devient enfin, une priorité. Une priorité. Et je pense qu'on le voit bien. Pour une fois, je trouve que l'Europe, là, parle d'une seule voix. Et je trouve qu'on va vers une Europe de la défense. Parce qu'on... ça peut nous arriver demain. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, mais si c'est demain, voilà. si c'est la Suède demain, avec ce danger que voilà, c'était si c'est la Suède nécessaire. demain, il va falloir réagir. Ouais. Il va falloir réagir. On peut écrire dans les traités. Et que dans les l'Europe traités. est forte. C'est l'UE quand même. Il y a quand même ce. Même si c'est la France quand même qui est leader, la plus grande coopère. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est un constat partagé sur lequel la France est active depuis longtemps, sur lequel il y avait des partenariats avec les Britanniques, parce que c'était l'autre grande armée européenne lorsqu'ils étaient membres de l'Union européenne. On va quand même dire, c'est tout à fait vrai ce que disait Philippe Bennassaya, mais il y a quand même, au-delà des moyens humains qui peuvent être engagés, il y a des partenariats militaires pour notamment une forme d'unité dans les outils utilisés par nos forces armées, mais très clairement, c'était une priorité du président de la République dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Il est à souhaiter, puisque c'est un sujet très sensible, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas le même rapport à l'armée, et notamment à l'engagement de moyens humains, que cette crise sera aussi un accélérateur de ce débat qui dure depuis trop longtemps, et je le crois, qui pourtant s'impose à nous. Même quand on va faire, en dehors de nos frontières, une opération de maintien de la paix, parce que parfois l'Union européenne, pour les valeurs qu'elle porte, est sollicitée, peut-être la France encore plus, mais notamment l'Union européenne, que nous soyons capables d'apporter cette réponse. Ça a été fait, mais avec des manques de coordination, des manques de moyens cohérents. Donc je crois qu'il est urgent que nous soyons en capacité de monter quelque chose qui ressemble à une armée européenne. Alors on va passer maintenant à la campagne présidentielle. Ça y est, revenons aux fondamentaux. Avec d'ailleurs, en premier lieu, l'affluence de ce conflit sur la campagne présidentielle. D'abord, il y a 3 candidats qui se sont un peu, j'allais dire, déconsidérés, en tout cas, enfin, qui ont été affaiblis par ce conflit. C'est Jean-Luc Mélenchon à gauche, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui étaient plutôt entre guillemets, des pro-Poutine, avec des raisons différentes d'ailleurs. Non, vous pensez pas. Si, non, je trouve que l'attitude des oppositions, finalement, elle est égale à elle-même sur un certain nombre de dossiers. On voit qu'ils sont des grands donneurs de leçons pour nous expliquer la façon dont nous aurions dû faire. Et aujourd'hui, on voit un extrême malaise de la part de ces oppositions quant à la situation et la position marche arrière, d'ailleurs, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et de manière assez amusante, tout le monde est en train de se dédouaner et de dire non, mais moi, je n'ai jamais été un soutien ou un défenseur de Vladimir Poutine. Je trouvais que le discours hier de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, dans le cadre du débat qu'il y avait sur la situation en Ukraine, était un naufrage. Pardon de le dire dans des termes aussi brutaux, mais on ne peut pas accepter ce type de discours à l'Assemblée nationale. Au demeurant, et je déplore un peu que d'autres... Non, mais sur sa position... Sur son revirement sur sa position vis-à-vis de la Russie, sur son position vis-à-vis de l'Ukraine, sur son position vis-à-vis de l'OTAN. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas se tromper. L'agresseur, c'est Vladimir Poutine. L'agressé, c'est l'Ukraine. Et nous devons, je crois, dans ces moments de crise, que l'on soutienne ou non le président de la République, être extrêmement uni, parce qu'il est fondamental que la France parle d'une seule voix. C'est pas une question de Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron. Je pense que le chef de l'État, il s'illustre par la façon dont il gère la crise, mais surtout, je crois que, comme ça a pu être le cas en Allemagne, nous devons faire front pour que ensemble nous parlions d'une seule voix. Ensuite, moi, je déplore un peu que effectivement certains candidats estiment que c'est un prétexte finalement pour se cacher, ne pas faire campagne. Je crois que le président l'a dit à certains de vos confrères, il sera président jusqu'au bout et il sera candidat le moment... Oui, là, même rétrospectivement, on peut se dire, mais si c'était déclaré candidat, il serait peut-être moins fort si c'était déclaré plus tôt, comme vous le demandiez. Il serait peut-être moins fort dans la gestion de ce conflit.
De toute évidence, je crois que, moi, des retours que j'ai pu avoir, notamment d'habitants de ma circonscription, c'est aussi dire, heureusement que nous avons le président de la République, effectivement, mettant un peu de côté l'aspect campagne présidentielle, mais encore une fois, je crois qu'il l'a très bien rappelé, il est président jusqu'au bout, il doit assumer ses fonctions, et nous traversons en ce moment une crise d'une ampleur inédite sur le sol européen, et il est d'évidence que c'est la priorité du président de la République. Ça n'enlèvera rien au débat démocratique qui a lieu. Je crois que la fin de l'annonce des candidatures la publication officielle par le Conseil constitutionnel des candidatures est vendredi. Et encore une fois, je crois que le président n'a jamais cherché à éviter ou à se défiler d'un quelconque débat. Il a quand même, je rappelle, au moment des Gilets jaunes, fait le grand débat en sillonnant la France et en rencontrant des milliers de Français dans un débat très ouvert. Donc voilà. Oui, c'est pas une façon. Non, je pense que c'est pas une façon de fuir le débat. Non. De faire en sorte. Je regrette. Mais les circonstances sont très clairement quand certains prétendent que c'est une façon de se cacher. Philippe, Sayah. Bon, je rentrerai pas dans cette polémique je trouve que c'est une polémique électoraliste sur les trois qu'on a évoqué. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une époque où on se devait de serrer la main. Poutine, le président de la République, a serré la main, c'est normal, il est président de la République, il serre la main d'un autre responsable politique. Tout le monde serre la main des uns et des autres. Il y avait plus ou moins de proximité et de défense d'un régime autoritaire, quand même. Il y a malheureusement chez ces trois candidats un petit peu plus que une relation bilatérale normale qu'on a à avoir avec la Russie, c'est qu'il y a aussi un modèle. Il y a une sorte de fascination pour l'autoritarisme, quand même. Je partage sur le naufrage de Mélenchon, ça a été dramatique, mais je vais faire un peu de politique politicienne, mais je suis assez, ça me fait un peu rire en fait, les grandes leçons de morale de la gauche aujourd'hui sur la dictature de Poutine, alors qu'on les a pas entendus pour dénoncer l'URSS à une époque. Donc un peu de mesure de Monsieur Roussel par exemple hier, qui a été applaudi debout, même par les députés En Marche. Moi je me suis pas levé pour Monsieur Roussel parce que j'aurais bien aimé l'entendre sur l'URSS et sur les. Oui, mais c'est plus marché. C'est plus marché. Mais enfin, il est quand même porte-parole d'une idéologie. Oui. Ils ont gardé quand même le nom du Parti communiste. Oui, ils ont gardé le nom du Parti communiste. Donc ça me fait un petit peu rire. Au-delà de ça, c'est une parenthèse, mais au-delà de ça, oui, le président de la République, c'est également notamment la présence française de l'Europe. C'est normal qu'il se fasse entendre et c'est normal que, et je l'ai dit tout à l'heure, la France est probablement l'interlocuteur principal dans ces relations. Mais ça reste quand même une aubaine pour le président de la République. Enfin, je veux dire, on va se parler clairement. Ça a été une aubaine en 2017 avec l'affaire Fillon. Ça sera une aubaine pour Macron, pour l'Ukraine. Enfin, il y a une sorte d'ambiguïté. Il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de chance dans les campagnes. Ce qui était en 2017. Vous avez raison de le rappeler. Il n'y a pas de campagne. Peut-être aujourd'hui. Et en même temps, c'est un président qui a eu les gilets jaunes, la crise sanitaire et la guerre. Sarkozy a eu la crise économique. Je veux dire, on a des mandats qui sont extrêmement violents en ce moment. Absolument. Je veux dire, la France, elle tient son rang, la France, mais c'est vrai que politiquement, c'est plutôt favorable au pouvoir en place. Ça reste une aubaine. Quel que soit le président, d'ailleurs, ça reste une aubaine. Il y a une autre question qui est intéressante parce que on entend beaucoup la campagne politique est confisquée, elle n'aura pas lieu, on ne peut pas parler des vrais problèmes. Est-ce qu'on n'en vient pas, dans des circonstances comme ça tragiques, à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un président ou une présidente? Non, mais je conteste pas le fait. Non, mais il y a l'incarnation, quoi. Il y a la question d'incarnation qui passait parfois. Heureusement qu'un président de la République tient son rang, quel qu'il soit. Heureusement que la France, dans cette affaire-là, tient son rang également sur cette. Je dis juste une aubaine parce que. Mais attention aussi aux annonces tardives. Je me souviens de la phrase de Nicolas Sarkozy qui avait dit: je me suis présenté trop tard. Il m'a manqué un point et demi, je crois. Un point et demi. Donc, c'est vrai qu'il remontait à la fin. Il remontait énormément et très rapidement. Et très rapidement. Donc il lui a manqué 2 semaines. Bon, je sais pas si c'est la même situation, on verra. Je suis pas devin, mais je trouve que oui, ça reste une aubaine parce que la campagne électorale est un peu confisquée. Elle l'était déjà avec le Covid. Elle le sera avec l'Ukraine. On sortira peut-être de la crise, j'espère. On sortira de la crise de l'Ukraine au moins avant le premier tour. Et on aura peut-être 1 semaine ou 2 semaines de campagne vraiment politique, parce que malgré tout, malgré la crise en Ukraine, la guerre n'est pas en France, la guerre est en Ukraine. Donc il y a une actualité française, il y a aussi un projet à défendre, des projets à défendre, et qu'il faut un peu en parler. Il faut
pas trop se cacher quand même, quoi. On entend d'ailleurs beaucoup notamment des sondeurs ou des politologues qui disent, et c'est un argument assez intéressant, que si cette élection se faisait par défaut, au fond, sans débat, ça pourrait se payer ensuite pendant le quinquennat. Il peut y avoir des... J'ai entendu ça. J'ai entendu que faute de débat, on pourrait le payer après. Financièrement aussi, le quoi qu'il en coûte, que je critique pas d'ailleurs, puisque la gestion du Covid a été plutôt bonne. Oui, je suis très, très objectif. Je fais preuve de. Je suis pas un opposant. Je suis pas. Non, moi je suis de droite. Les portes sont ouvertes. Moi je suis de droite. On parlera justement de la droite dans quelques instants. Je suis de droite et je quitte pas mon mon parti. Je sais pas faire en tout cas. Je sais pas faire. Donc voilà. Non, je dis que quoi qu'il en coûte, on le payera aussi. Et puis toutes les dépenses de Macron depuis un an, depuis juillet 2021, sont des centaines de milliards distribués à droite et à gauche, on le payera aussi. Donc c'est un avertissement que je lance en fait aux macronistes, c'est que si Macron repasse, ça sera un mandat extrêmement difficile, d'abord pour lui, mais également aussi pour les parlementaires, parce que je ne pense pas qu'on aura la même majorité qu'il y a aujourd'hui. Ça, ce qui est toujours difficile, c'est mon avis. On ne peut pas se représenter d'ailleurs. Ça c'est mon avis. Non, mais de toute façon, on a connu un mandat qui a été difficile, qui a été secoué par un certain nombre de crises. Et moi, je crois que le président, il a aussi su montrer cette capacité à tenir ses engagements, à tenir sur sa ligne de discours, même quand c'était difficile et même quand ça tanguait, et même quand on ne pouvait pas, même quand parfois on affrontait des oppositions particulièrement violentes ou des situations extrêmement compliquées. Mais il y a le président de la République. Effectivement, les Français votent pour un candidat. C'est une rencontre un peu entre un homme ou une femme et un peuple. Donc c'est vrai que c'est très important que le président puisse faire sa campagne malgré les crises qu'il est aussi amené à gérer. Et je crois qu'il saura trouver l'équilibre entre les deux. Je veux dire aussi que sur le terrain, il y a des parlementaires, des élus locaux, peut-être moins que chez les Républicains, mais il y a des élus locaux, des militants aussi qui sont extrêmement engagés pour faire valoir le bilan de ces 5 années, pour faire valoir quelle est notre ligne politique, et notamment par rapport à des extrêmes comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, montrer aussi clairement quelles sont nos différences et ce pourquoi nous tenons. Donc il y a aussi ce dialogue qui est engagé, je pense, au plus près du terrain. Après, voilà, je crois qu'il ne faut pas nier le fait que beaucoup de Français... l'entrée début 2022, beaucoup de Français étaient encore inquiets par l'évolution de la situation sanitaire. Beaucoup de Français sont très inquiets par la situation en Ukraine. Et je crois que malgré tout, même si nous sommes passionnés par la question de l'élection présidentielle en France, il y a aussi quand même beaucoup souhaitent voir le président gérer cette crise ukrainienne à plein temps comme il le fait actuellement. Donc moi je crois qu'il y a cette forme d'équilibre à trouver. Je suis sûr qu'il sera trouvé entre les positions que nous souhaitons défendre pour l'après 2022 et cette aussi très forte et très vive inquiétude de notre pays quant à la situation internationale, que ce soit sanitaire ou de guerre. J'entends pas que ça. Faut être honnête, j'entends pas que ça. Qu'un président de la République gère une crise militaire ou une crise diplomatique, c'est son rôle. Il est chef des armées. Donc c'est son rôle. J'entends pas que ça sur le terrain aussi. On a des circonscriptions, donc on est sur le terrain. J'entends aussi que ça reste quand même une aubaine, et encore le mot est poli, mais on dit qu'il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, Macron, d'avoir cette crise-là pour pouvoir retarder au maximum sa candidature et passer pour le père de la nation. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. C'est une crise qui tombe. Il n'y est pour rien. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? Mais rien. Je dis que c'est une aubaine. Le mot en français c'est compliqué a son pour importance. votre candidate d'ailleurs, parce que au fond, et on le voit bien, enfin, les positions de LR et de la majorité présidentielle dans le conflit face à Poutine, elles sont très proches. Donc parce qu'on est européen. C'est compliqué. Oui, vous êtes européen. Donc c'est compliqué de se singulariser sur ce sujet-là aussi, et de se faire entendre, donc, du coup. Oui, ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce qu'encore une fois, la campagne est mise de côté, donc
nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait depuis 3/4 d'heure? On parle de la crise en Ukraine. Que font les chaînes d'infos? C'est comme pour le Covid, on en a le matin, midi et soir. Là, c'est la même chose. Donc on ne peut pas entendre les candidats, même si sur le fond, nous sommes un parti européen quand même. Nous avons une histoire européenne. Nous avons une branche centre-droit très européenne, une branche à droite européenne à sa façon. On est un grand parti. On a nos idées là-dessus. Mais c'est vrai vous êtes vous-même, enfin, j'allais dire un enfant de Giscard d'Estaing, mais c'est un peu ça. Je suis un enfant de l'UDF qui a rejoint l'UMP. Le côté européen. Voilà. Donc, on n'entend personne aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve, encore une fois, je le dis, c'est une aubaine pour le président de la République. Moi, je pense que je suis en désaccord sur cette analyse. Je comprends que pour les candidats, la situation est un peu compliquée parce qu'effectivement, ça reste un sujet majeur de préoccupation. Mais encore une fois, ce n'est pas. Ou alors vous devriez vous inquiéter si c'est ça votre ligne politique, mais ce n'est pas une campagne contre Emmanuel Macron, théoriquement. C'est une campagne où chaque candidat vient présenter quelle est sa vision pour le pays. Moi, je suis très étonnée de cette espèce d'attente de nos oppositions de voir Emmanuel Macron rentrer en campagne. Nous défendrons notre bilan, nous défendrons les actions que nous avons engagées, nous défendrons la politique que nous voulons conduire dans les années à venir. Et encore une fois, nous sommes énormément sur le terrain ces derniers mois pour en parler et pour échanger avec nos concitoyens. Je crois que libre à Valérie Pécresse, encore une fois, de mener sa campagne, de mettre les thèmes. C'est peut-être pas plus mal qu'on parle pas de Valérie Pécresse en ce moment, puisque vu le bashing anti-Pécresse d'En Marche depuis un mois. Vaut mieux peut-être que vous la laissiez tranquille quelques jours. C'est pas mal. Juste, cela dit, vous avez raison. C'est vrai que la première partie de la campagne, ça a été une campagne, ce qui est normal, puisque c'est des opposants très anti-Macron. Et c'est vrai que le conflit international fait que c'est plus compliqué d'être anti-Macron aujourd'hui. Voilà, c'est un peu la réalité. Pardon, je suis en désaccord avec vous, mais je ne crois pas que les gens attendent de savoir si je dis pas que les gens attendent ça, mais c'était ça. Savoir s'ils sont pro anti-Macron. Oui. Je crois que effectivement, la tonalité de la campagne, elle était comme ça. En dehors des extrêmes, tout le monde doit porter d'une même voix le fait de dire nous sommes unis derrière le président de la République, non pas parce que c'est Emmanuel Macron, mais parce qu'il porte la voix de la France et que effectivement la France est une puissance nucléaire, la France est à la présidence de l'Union européenne, la France a une capacité à une véritable armée qui est constituée, et donc nous sommes regardés, que nous le voulions ou non, nous sommes regardés. Et donc, mais ça peut être une aubaine. Le devoir de nos oppositions, et pardon de le dire parce que je suis dans la majorité, donc ça peut paraître un peu subjectif, mais le devoir des oppositions, c'est de s'aligner derrière le président de la République. En revanche, le devoir des oppositions, puisque nous sommes dans une période de campagne, c'est de présenter leur projet, bon sang. On n'est pas obligé. Je trouve ça très intéressant de dire on ne veut plus du président de la République, mais on attend qu'une chose, c'est qu'il arrive comme le Messie dans le cadre de la campagne présidentielle. Je veux dire, à la fin, c'est projet contre projet et pas personne contre personne. Donc, ils sont libres d'avancer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et il y a et il y a beaucoup d'émissions. C'était le fait que cette crise est une aubaine pour le président de la République. Les autres candidats, je suppose qu'ils font campagne. Enfin, moi, je parle pour Valérie Pécresse, j'en suis sûr, parce que c'est tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Mais pour les autres candidats, c'est la même chose. Simplement, la crise a un peu étouffé cette campagne. On ne peut pas dire le contraire. Pour le Covid, c'était déjà le cas. Pour la crise ukrainienne. Oui, c'est une campagne particulière. Dans l'histoire des campagnes présidentielles, c'est une campagne particulière. Le contexte est particulier. Le contexte est particulier. Mais pardon, je veux dire, le contexte n'est pas non plus extrêmement facile pour le président de la République. Le jour où il sera candidat, d'être en capacité de aussi faire valoir ses idées. Alors que effectivement, les Français ont les yeux, et moi aussi, vous aussi probablement, ont les yeux rivés sur notamment la situation en Ukraine actuellement. Mais pardon, il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise ukrainienne dans les médias, etc. Mais enfin, pardon, il y a des dizaines, et parce que c'est l'obligation de cette campagne qui est assez différente, mais des dizaines d'émissions politiques, de débats où tous les candidats sont invités, chacun leur tour, où ils ont la capacité de porter aussi leur sujet autre que celui de l'Ukraine. Alors on va parler un peu de politique, justement. Vous avez co-signé une tribune qui est de Julien Aubert, justement sur... parce que on dit, il y a eu cette critique de Valérie Pécresse qui dit c'est Macron bis, quoi. Et vous dites, pas du tout. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron soit proche de nos valeurs et soit le meilleur représentant de la droite. En quoi Valérie Pécresse est-elle le meilleur représentant de la droite qu'Emmanuel Macron ? Ce que je sais, c'est que Macron n'est pas le représentant de la droite. Il ne l'est pas. C'est pas possible. Ou alors... Il y a un certain nombre de gens... alors dans ces cas-là, je suis tout... Comme Éric Woerth qui viennent de le rejoindre. Je suis tout dans ces cas-là, moi aussi.
Je suis tout, moi aussi. Oui. Je veux dire, voilà, depuis le début de la Ve République, comment marche la politique française? Elle marche avec un socle d'un parti, ça peut être un parti de droite comme ça peut être un parti de gauche, qui s'ouvre. Il s'ouvre à des alliances. Ça a été le cas, ce qu'a fait Giscard d'Estaing en 1974, Chirac. On ouvre la base pour pouvoir justement gérer avec des sensibilités différentes. L'UMP à l'époque, je viens de l'UDF encore une fois, donc l'UMP, c'était quoi? C'était un regroupement, une ouverture. La Macronie, pardonnez-moi l'expression, la Macronie, c'est pas ça. La Macronie, c'est un pot commun où on met tout le monde dedans, avec des sensibilités totalement différentes. Marie Le Bec vient de la droite, mais elle sera dans une majorité ou aux côtés de Chevènement, de Marisol Touraine, Elisabeth Guigou. C'est pas... je ne saurais pas faire, moi, c'est ça que je veux dire. Je ne saurais pas faire. Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que c'est pas la fin de cette coupure qui a en effet gouverné la Ve République pendant des années entre la gauche et la droite? Ce que je vais expliquer, c'est que c'est pas une Est-ce qu'il n'y a pas coupure. d'autre clivage qui a en effet les pro-européens, les anti-européens, les populistes et les démocrates? Sarkozy a pris des ministres de gauche, c'est pas le problème. C'est pas une question de coupure, c'est une question de socle de conviction. C'est-à-dire, vous me posez une question, je vous réponds, oui, nous sommes de droite, nous ouvrons nos sensibilités, nos partis à des alliés, l'UDI, le centre, etc., une partie du centre. Ça, c'est de la politique. C'est la théorie des 3 cercles de Mitterrand. D'abord, on rassemble son camp, après, on commence à s'allier avec les autres, et troisièmement, on va aller voir chez l'adversaire. Bon, c'est un peu ça, la politique. Je veux dire, c'est le b.a.-ba. Le macronisme, si on peut appeler ça du macronisme, je ne sais pas comment... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça veut dire qu'on va gouverner avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que demain, je vais gouverner avec des gens de gauche, avec des gens qui viennent peut-être du parti communiste, des gens qui viennent comme Chevènement d'une gauche républicaine, Est-ce que vous pouvez pas être d'accord sociale. sur 4 ou 5 réformes essentielles? Mais pourquoi pas? Nous étions d'accord hier sur l'Ukraine. C'est pas le sujet. On n'est pas complètement hémiplégique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit on a des convictions, on les garde à droite, ou à gauche, ou au centre, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans un pot commun. C'est ça un peu ce que je reproche un peu à la Macronie, c'est que moi je ne peux pas siéger avec des gens comme Éric Woerth, ils n'ont pas la même mais que vous. Mais que va faire Éric Woerth, justement, avec Marisol Touraine, Elisabeth Guigou ou Jean-Pierre Chevènement? C'est toujours la même question qu'on peut se poser. Il y a un... Mais est-ce que ça ne veut pas dire, alors, plus profondément, que cette rupture, qui est celle de 2017, puisque ça, on a fini, enfin, c'était la fin de la coupure droite-gauche, en tout cas dans cette élection, elle est plus profonde qu'on ne pensait? Parce qu'il y a en effet les deux théories. Il y a ceux qui ont dit c'est une parenthèse et on va revenir à la coupure ancienne, et puis ce qu'on voit se passer aujourd'hui, qui est peut-être que cette fin de la droite et de la gauche, elle était plus profonde que ça ne le pensait. On verra. On verra à l'élection. Je ne suis pas sûr. Il y a eu un concours de circonstances en 2017. Donc, le concours de circonstances, c'était l'affaire Fillon. Là, il n'y a pas de concours de circonstances. Je n'irai pas jusque-là, mais je répète mon mot. Il y a une situation. Il y a une situation, il y a une aubaine. On verra si la Macronie imprime, parce que pour l'instant dans les territoires, les candidats du président Macron sont plutôt rares par rapport à nous, qui sommes un parti territorial. Nous avons des mairies, nous avons des départements. Mais il y a une histoire aussi. Il y a une histoire. Emmanuel Macron, c'est quelque chose de récent. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas encore cette imprégnation des territoires. C'est ce qui fait aussi peut-être aussi une faiblesse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'on est face à quelque chose, je n'en sais rien, mais moi j'aurais du mal, parce que j'ai des convictions. Moi j'avais des convictions libérales, européennes et sociales, c'était le triptyque giscardien de l'époque, à passer de l'autre côté. Je n'y arriverai pas. Raffarin ou Éric Woerth, ils ont des convictions très différentes des vôtres? Eh bien écoutez, ils ont évolué peut-être dans la vie, peut-être que tout le monde évolue. Philippe, d'ailleurs. Marie Le Bec a évolué aussi, tout le monde évolue. Montchalin, ta collègue, a travaillé pour Valérie Pécresse, elle est en marche aujourd'hui. Je veux dire, pourquoi pas? Moi, je respecte tout le monde, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai du mal à le faire. Ce que je veux dire par là, c'est... Et en plus, si je le faisais, je ne le ferais pas 2 mois avant une élection présidentielle. Parce que là, c'est plus de la conviction, c'est de l'opportunisme. Donc, on ne peut pas faire ça. Si on le fait à une période moins politique. Réponse de Marie Le Bec. Non, j'en prie, mais juste, bon, déjà, effectivement, il y a, je pense, moi qui suis issu de la droite, il y a déjà effectivement une division, je pense, entre nous de ce que doit incarner la droite. Et je ne crois pas que ce soit une question de parti, je crois que pour le coup, c'est un peu une question de porte-parole, de personne, si je peux dire ça. Parce que, bon, les partis évoluent dans leur vie, etc. Moi,
moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ceux qui portent la parole de la droite, et je ne dis pas, je ne dis pas des députés comme Philippe ou comme d'autres élus avec qui je peux travailler et qui sont issus de la droite. Oui, l'intégralité des maires de ma Je travaille circonscription, aussi avec des députés En Marche dans les îles. l'intégralité des maires de ma circonscription sont plutôt, de droite. Certains sont chez nous et d'autres sont plutôt chez les Républicains. C'est pas une question de parti, c'est une question de personne. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est un problème fondamental. Je ne me sens pas représenté par la vision de la droite qui est défendue par Valérie Pécresse, par Éric Ciotti, par ceux qui sont, on va dire, les têtes de pont. Ensuite, je crois que ce que Philippe accuse d'opportunisme politique, je crois surtout que c'est la reconnaissance. Non, mon opportunisme. Je le ferai pas maintenant. C'est ça l'opportunisme. Dire que certains rallient le président sur le tard, soit parce qu'ils ont pu évoluer dans leurs convictions, soit pour d'autres raisons. Je crois que c'est surtout la reconnaissance que le travail qui a été engagé par le président de la République au cours de ces 5 années dans lesquelles il a exercé son mandat a permis de transformer et de réformer notre pays en profondeur. Et je crois que notamment l'essence du macronisme, c'est aussi cette envie de gens issus de la droite, issus de la gauche, de dire au fond, on veut la même chose, on veut le même objectif, on veut que la France elle rayonne sur la scène internationale, on veut que les gens les étudiants qui étudient dans notre pays, ils trouvent leur voie professionnelle, que ceux qui sont amenés à évoluer dans leur parcours, ils trouvent leur compte, que chacun soit respecté dans sa différence. Donc je crois que c'est ça, et que finalement c'est cette capacité des gens de droite et de gauche de se réunir autour d'un homme pour porter ces capacités de réforme. Aujourd'hui, la cote de popularité, la confiance qu'on a dans le président de la République, c'est, je crois, le résultat aussi de 5 ans de preuves, d'engagement qu'on a été capable de conduire à bien ces réformes, alors que nous venons effectivement d'horizons politiques différents. Et puis, pardon, moi je te renverrai un peu la balle. La République En Marche a certainement ses défauts, mais moi je m'interroge quand je vois, si on prend un exemple dans les Yvelines, François-Xavier Bellamy, je ne parle pas du parrainage, je parle de ses déclarations sur un éventuel deuxième tour. Les parrainages, c'est réglé, hein, ça y est. Oui. Non, mais je veux dire, je sors la question du parrainage parce que j'ai l'intime conviction qu'on peut parrainer quelqu'un parce qu'on croit qu'il doit participer à l'élection présidentielle sans forcément le soutenir, et je crois qu'on devrait beaucoup plus porter ce discours pour notamment conforter les élus qui parfois peuvent être un peu menacés entre guillemets dans le parrainage qu'ils apportent. Mais François-Xavier Bellamy qui dit au second tour je voterai pour Éric Zemmour plutôt que Emmanuel Macron. Pardon, Éric Ciotti dit la même chose, hein, je crois. Oui, ou Éric Ciotti, mais si on prend quelqu'un du territoire, pardon, c'est pas une question de est-ce que c'est des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs, c'est juste où va la droite en réalité. François-Xavier Bellamy, c'est une figure importante de la droite. Il a conduit la liste du parti Les Républicains aux Européennes. Éric Ciotti, c'est une figure importante de la droite. Il est arrivé en tête, je crois, au moment de la primaire et deuxième juste derrière. Quand ces personnalités-là disent « moi je soutiendrai Éric Ciotti », oui, effectivement, ce n'est pas la droite que nous souhaitons incarner, ce n'est pas la droite du président de la République. C'est pas un des problèmes, ce grand écart. Dans ces cas-là, moi je renvoie l'appareil. Si on fait de la politique, moi je renvoie l'appareil. Je dis comment Marie Le Bec peut, dans son groupe parlementaire, siéger avec des gens qui viennent de la gauche et qui vont voter peut-être quelque chose d'autre, peut-être un jour, si Macron n'est pas au second tour, admettons. Qui sait, puisque là Bellamy est dans la situation où Valérie Pécresse n'est pas dans le second tour et il dit je voterai Zemmour. Moi je pose la question si Emmanuel Macron n'est pas au second tour, parce que moi les sondages je les mets à part. Si Emmanuel Macron n'est pas au second tour, c'est probable qu'il le soit, mais admettons qu'il ne le soit pas, que vont faire les députés En Marche qui viennent de la gauche et que vont faire les députés En Marche qui viennent de la droite? Moi j'en vois l'appareil. C'est quoi la ligne? Et puis quand tu dis que les 5 ans de la Macronie ont été exemplaires avec plein de projets, etc., moi je dis que plutôt ça a été un échec, justement parce qu'il n'y avait pas de ligne directrice, parce qu'il y avait des députés qui venaient de la gauche avec une certaine... Mais on le voyait sur les sujets. On le voyait sur les sujets qu'il y avait une fracture quand on vient de la gauche ou quand on vient de la droite ou quand on vient du centre. On le voyait. De démission. Idem pour nous d'ailleurs. Parce que sur les sujets de société, on a liberté de vote. Si votre candidate n'était pas au deuxième tour. J'ai pas entendu, excusez-moi. Si Emmanuel Macron était au deuxième tour et pas votre candidate. C'est compliqué parce que non, je vais vous répondre parce que j'ai l'habitude de répondre, mais ça m'embête de répondre parce que je voudrais que ma candidate y soit au second tour. Donc je me projette que sur ça. C'est un peu dommage de dire, mais écoutez, parce que le fait de répondre à votre question, Bellamy a fait une erreur. Bellamy a fait une erreur. J'aime beaucoup François-Xavier pour plein de raisons, mais je trouve qu'on fait une erreur à répondre à ces questions de journalistes parce que c'est vrai que lorsque on verra bien. Voilà, moi hier, je voulais que Versailles aille en finale de la Coupe de France. J'ai pas dit tiens si Versailles n'y allait pas, je vais supporter quelle équipe? Non.
Voilà, c'est un peu ça qui m'intéresse. Donc voilà, bon, on peut se renvoyer l'appareil, on peut se renvoyer l'appareil. De finalement où est cette droite. Je pense pas que nous soyons si éloignés que ça dans nos convictions, mais effectivement, à titre personnel, je ne pourrais pas quitter mon parti pour toutes les raisons légitimes qu'il évoque, mais moi, j'ai l'intime conviction que, on va dire, une importante majorité de la droite ne se sent pas représentée par les convictions d'Éric Zemmour, et je crois que ça devrait interroger Valérie Pécresse dans le fait d'avoir de ses principaux lieutenants qui puissent à un moment appeler à soutenir Éric Zemmour. Encore une fois, c'est pas un jugement dans les valeurs que chacun porte, mais pour moi, nous faisons peut-être effectivement un grand écart au centre, mais pardon, la droite fait aujourd'hui un grand écart et je crois qu'elle doit s'interroger profondément sur ses valeurs, sur ce qu'elle doit incarner. Combien d'LR ont rejoint Zemmour aujourd'hui? Non, mais combien appellent à voter pour Zemmour au second tour? Il y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'il y a un socle. Il y a un socle de droite. Vous savez très bien. On va pas rentrer dans la Après, polémique. il y a des intérêts électoraux aussi. Après, il y a des intérêts électoraux. Il y a des intérêts dans les circonscriptions. Il y a des intérêts. Bon, je suis pas complètement. Ça fait depuis 35 ans que je fais de la politique. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre candidate c'est Valérie Pécresse. Il y a un socle autour d'elle. S'il y a 3, 4, 5 personnes qui quittent Valérie Pécresse pour X ou raison, ça vous arrivera aussi. On peut pas en faire une généralité. On peut pas dire il y a un problème à droite. Philippe, voilà. Mais bien sûr, Philippe, mais non, juste en un mot très rapide. Quand je vois les frontières, les frontières et Dieu soit loué que vous avez érigé face à Marine Le Pen, je m'interroge de la porosité qu'il y a entre vous et Éric Zemmour. C'est tout. Je pense que c'est un vrai sujet pour l'avenir des Républicains, de savoir où est-ce qu'ils se positionnent. Est-ce que finalement, ils viennent challenger Emmanuel Macron sur son propre terrain, ou est-ce qu'ils viennent challenger Éric Zemmour et Marine Le Pen? Si jamais Valérie Pécresse n'était pas au deuxième tour, vous pensez que ça va provoquer une crise de la droite? Je sais pas. Je veux pas répondre encore une fois parce que je passe pas. Mais est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de clarification? Quand un candidat n'est pas au second tour, ça crée forcément une crise. Nous avons connu cette crise. Nous aussi, n'était pas élus, je veux dire. Philippe, on peut regarder le Parti socialiste depuis un certain temps et non, mais traverse des crises. Quand il y a un candidat qui n'est pas au second tour, ça crée des crises. Ça crée toujours une crise, une recomposition peut-être une recomposition des valeurs, un corpus peut-être différent. Mais on challengera Macron, c'est pas Zemmour on challengera Zemmour aussi et Le Pen, bien évidemment, parce qu'elle est à l'extrême droite. Nous sommes sur le point central de l'échiquier politique, et à droite également. Il y a des sensibilités. Pourquoi accepte-t-on une gauche plurielle? Pourquoi n'accepte-t-on pas une droite plurielle? Mais il faut faire avec la démocratie, il faut faire avec les convictions des gens, il faut faire avec les circonscriptions. Toi, tu as une circonscription qui est probablement plus à droite que la mienne, et pourtant tu es élu dans cette circonscription, et les 2 députés LR des Yvelines sont élus dans des circonscriptions populaires. Oui. À réfléchir. Tu étais à gauche à certains moments. Juste un dernier mot, parce que voilà, vous avez terminé votre mandat de député. Oui. Est-ce qu'il y aurait pas besoin d'une revalorisation du travail du Parlement et peut-être de trouver des nouvelles formes de démocratie? On parle beaucoup dans la campagne de Macron, dans ce qui se préparerait, l'idée notamment de ces grands débats Non, mais je suis peut-être un peu en décalage avec certains dans mon parti pour le coup, mais moi je crois que il faut pas casser du sucre sur le mandat de parlementaire souvent, et pardon, aucune attaque personnelle, mais souvent on survalorise un peu le rôle de l'élu local. C'est un mandat qui est absolument fondamental, c'est un mandat de proximité, mais je crois qu'il y a aussi, moi j'ai adoré ce mandat, j'ai adoré ces 5 années malgré les crises qu'on a traversées. Je me sens pas déconnecté du terrain. Je pense que j'ai essayé de réinventer la façon dont j'interagissais avec mes concitoyens. Donc oui, je pense qu'il faut le revaloriser, et je pense que j'ai lu les propos de Carl Olive dans un échange précédent qu'il avait eu avec vous. Moi je suis pas en face, je crois au non-cumul des mandats, parce que je crois que le non-cumul, ça permet... Pour le aussi. Moi je suis le non-cumul. Pour le cumul. Oui, comme Carl Olive alors. Moi je suis contre, parce que je pense que ça permet de clarifier finalement qui fait quoi dans notre démocratie, et c'est fondamental pour moi. Si on comprend à quoi sert un parlementaire, mais on dit parfois que ça fait des élus qui sont hors sol, quoi. Mais non, ils le sont. Alors ça dépend si on est présent dans sa circonscription sur le terrain. Moi je viens de l'élu local. J'étais maire, je suis conseiller départemental. Moi je trouve
personnellement que ça m'a énormément aidé dans mon mandat de député. D'abord parce que je suis arrivé beaucoup plus tard que les autres députés, donc je devais rattraper le temps. Oui, je suis arrivé en cours, donc j'ai dû rattraper le temps perdu. Et le temps perdu, je l'ai rattrapé comment? Parce que je connaissais mon territoire, je connaissais les élus, je connaissais les adjoints, je connaissais les conseillers municipaux, les directeurs généraux de services, tout ça, je connaissais depuis des années. Je pense qu'il y a une tradition française depuis la Révolution qui est cette espèce de cumul qu'il y a entre le mandat national. Alors peut-être, il faut régler tout ça, peut-être que 2 mandats dans le temps, etc. Pourquoi pas tout ça? Mais garder cette espèce d'un pied au national, un pied sur le terrain, je trouvais que c'était une bonne idée. Je ne vais pas pleurer, taper du poing sur la table pour que ça revienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je le reconnais, j'ai été beaucoup aidé dans mon mandat de député parce que j'ai été élu local. Énormément. Voilà. D'ailleurs, juridiquement, le député est un élu de la nation, hein, c'est pas un élu de sa circonscription. Bien sûr, parce que nous sommes une fraction de la circonscription nationale. Moi, je trouve que aussi, je rejoins Marie, ça a été un mandat passionnant, même si j'ai fait que 2 ans. C'est un mandat passionnant avec... Vous espérez en refaire 5 ans? Oui, bien sûr, j'espère. Oui, bien sûr, je serai candidat. Mais c'était un mandat passionnant. Et puis, la démocratie française et parlementaire évolue. Elle a évolué avec Giscard en 1974, avec les questions d'actualité, avec la saisine du Conseil constitutionnel. Ça a été aussi, ça a évolué avec Sarkozy, ça évolue encore aujourd'hui. C'est une démocratie vivante. Je fais pas partie de ceux qui disent que c'est une chambre d'enregistrement. Non. Tout le monde dit ça, mais c'est à la mode de dire ça. Moi, je trouve qu'il y a un vrai travail. Je sais pas. Moi, je travaille en commission. Il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. On fait des rapports, on vote. On est libre aussi dans son groupe de ne pas voter comme son petit camarade. En tout cas, on n'a pas de consigne de vote. On travaille. On a nos groupes d'études. J'ai pas trouvé que c'était une chambre d'enregistrement. Du tout. Et au demeurant, à tous les échelons, je crois, parce que souvent dans la vie municipale aussi, on constate que c'est beaucoup les mêmes qui participent à la vie municipale. Je crois qu'il y a quand même un sujet sur lequel que nous n'avons pas apporté de réponse encore vraiment optimale. C'est pas tant le contrôle de l'action du gouvernement ou la mise en place des politiques publiques, parce que ça, je pense que beaucoup a été fait et encore, ça peut encore évoluer, mais beaucoup a été fait. C'est comment on associe les citoyens à la vie démocratique. Les consultations publiques que vous pouvez engager, parfois c'est toujours les mêmes visages qu'on voit. Moi, je me rappelle, on a fait une tentative un peu de conseil citoyen, etc. On a tiré, je sais pas, 300 personnes au sort dans les listes électorales pour avoir à peine 15 réponses. Donc c'est un peu frustrant parce que il y a notre ancrage local, mais il y a aussi notre envie d'interagir avec des gens qui participent peut-être de manière plus lointaine à la vie politique, qui vont voter, certes, mais qui aimeraient être davantage associés au débat, qui ne trouvent pas forcément le temps parce que chacun a ses contraintes personnelles, professionnelles, etc. Et ça, je crois que voilà, il y a encore quelque chose sur lequel on doit travailler, de comment est-ce qu'on fait activement participer les citoyens. Moi, je crois pas du tout au truc, le RIP, le machin, le truc, j'y crois pas du tout, mais il y a quelque chose à creuser sur effectivement comment est-ce qu'on fait vivre la démocratie. Merci. Malheureusement, voilà. On aurait pu continuer. On fera une suite quand vous voulez. J'aurais bien voulu parler avec vous de la politique pénitentiaire, puisque vous avez fait un rapport sur ce sujet. Je reviendrai. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Marie Lebec. Merci beaucoup, Philippe Bennassaya. Et à très vite pour un nouveau 2022 vu par